Eh ben, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette conférence Comment vendre grâce à l'email en 2024. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à prendre un verre d'eau, à vous poser tranquillement et papier crayon parce que vous allez pouvoir prendre des notes. Et puis, bah, pour tous ceux qui sont curieux et qui veulent creuser un peu le sujet, les slides sont dispo. Il suffit de scanner le QR code que vous retrouverez sur la plupart des slides de la conf. Et puis, bah, je vous invite à poser vos questions, vous amuser dans le chat. Et puis, on va y aller tranquillement. Il est 11h28. De toute façon, il y a un replay, donc si jamais, bah, voilà. Allez, let's go. Je vais juste me présenter très très rapidement pour ceux qui m'ont jamais croisé. Je m'appelle Pierre Amelot. Je suis spécialiste sur des sujets liés au marketing automation depuis 2010. Alors, on va faire simple, on va faire rapide parce que je suis pas là pour faire de l'auto-promo. Mais globalement, c'est quoi le marketing automation? C'est l'industrialisation des processus marketing pour les entreprises. Et bah, j'ai eu l'occasion de déployer quelque chose comme 6 à 7 000 campagnes. Je vous avoue que j'ai arrêté de compter pour des clients aussi bien en B2C qu'en B2B, pour de la TPE jusqu'à des très grands comptes internationaux depuis 2010. Voilà, et un petit exemple, quand on travaille avec un grand compte comme Nestlé, par exemple, quand il faut déployer 350 sites en Europe avec des enjeux de contenu, de SEO, de performance marketing, d'achat de trafic, bah, ça, c'est ma cam, c'est mon cœur de métier. Moi, mon sujet, c'est pas comment on génère du trafic sur vos sites, c'est comment on fait pour faire du chiffre d'affaires, parce que j'estime que le trafic sans prospect et sans panier rempli ou sans achat via un commercial, bah, ça sert pas à grand-chose. Je pense qu'on va beaucoup être d'accord. Donc, on est parti. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'email marketing. Pourquoi on parle d'email marketing? On est en 2024. L'email, ça fait plus de 30 ans que ça existe. Eh bien, c'est encore hyper important parce qu'en fait, c'est un outil qui est très puissant, tout simplement parce que c'est un canal de communication qui est direct et personnalisé. Et la portée de ce canal, elle est inégalée par rapport à d'autres canaux. Il y a une réalité, c'est quand vous jouez avec des outils comme Google sur du SEO, quand vous faites de l'achat de trafic, vous jouez dans le terrain de jeu de quelqu'un d'autre. Et je sais que pour les SEO, c'est un vrai sujet. C'est je joue avec les règles du jeu de l'algorithme. Le gros intérêt, c'est que sur l'email, vous avez une proximité avec vos interlocuteurs et potentiellement autour de l'email, vous avez d'autres données, comme des données socio-démographiques. Et donc, ça peut être hyper intéressant pour vous. Et ça, on va en reparler. Donc, trois arguments pour dire que l'email marketing, il faut vous y mettre ou il faut le faire correctement, puisque la plupart d'entre vous, je suis sûr que vous le faites ou vous le faites avec vos clients, et potentiellement, vous le faites mal. Et je vais vous expliquer pourquoi vous le faites mal. Argument numéro un, communication directe. Vous avez un canal privé, c'est instantané, c'est proactif. L'argument numéro 2, c'est la personnalisation. Et le cœur du sujet va être dans la personnalisation. On est capable de segmenter notre base de données. On va arrêter de faire de l'email full base. Vous avez le chat qui est ouvert. Dites-moi qui c'est qui fait encore des emails full base. Et s'il vous plaît, arrêtez. Hein, c'est la dernière fois où il faut en faire. On va pouvoir faire du contenu personnalisé. Moi, quand j'envoie un email, l'email n'est pas le même pour tout le monde. L'email, il est adapté. Alors, bien sûr qu'on peut faire un bonjour prénom, c'est un truc un peu standard, mais on peut aller beaucoup plus loin sur la personnalisation. Et on va pouvoir créer de l'interactivité. C'est-à-dire que moi, vous envoyez un email pour vous pousser une communication, c'est le niveau zéro de l'emailing. En fait, quand on pousse un peu plus haut, on est capable d'ouvrir la discussion et d'aller beaucoup plus loin. Et puis, le dernier argument, c'est la partie analyse, ce qui va nous permettre d'optimiser. Tout ce qui se mesure s'optimise. Tout ce qu'on ne mesure pas, c'est compliqué de l'optimiser. Et donc, on va pouvoir mettre en place des choses comme de l'A/B testing. Okay. Maintenant qu'on a dit ça, je vous propose quelques statistiques marché pour vous montrer à quel point l'email est utilisé aujourd'hui par des entreprises de toute taille. Les premières stats marché que je vous donne, c'est des statistiques monde. Pour vous donner un ordre d'idée, on est sur des stats de 2021 sur 100 milliards d'emails envoyés par Campaign Monitor. Et on est sur des taux d'ouverture moyens autour de 20%, des taux de clic moyens à 2,3% et un taux de réactivité. Donc, la notion de réactivité, c'est la capacité à créer une interaction avec votre interlocuteur autour de 10%. Puis vous avez quelques éléments, vous pouvez les retrouver dans les slides, soit en les téléchargeant, soit en attendant l'email, vous aurez plus tard. Je pense que Linksgarden vous les enverra. Et vous avez voilà, les meilleurs jours pour ouvrir l'email. Donc, vous envoyez vos mails, meilleur taux d'ouverture sur 100 milliards d'emails envoyés dans le monde. On est autour de 22% lundi. Voilà, le meilleur moment pour avoir des taux d'ouverture
C'est le troisième élément sur l'écran. C'est un autre jour de la semaine. Et en fait, vous allez avoir chaque jour de la semaine qui va être en fonction de votre stratégie et de ce que vous voulez mettre en place. Ça, c'est pour des statistiques monde. Voilà. Alors, je vois que le chat est très calme. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez commenter, faites-vous plaisir. Et on continue. Alors, les statistiques B2B en France, donc on est sur 3 millions d'emails en 2022. Et là, vous avez des statistiques sur les heures d'envoi, ce qui vous permet de savoir quels vont être vos taux d'ouverture. Donc, ce baromètre, il est dédié à l'emailing B2B. Ce qu'il faut retenir sur le diagramme que vous avez à droite, c'est le taux d'ouverture en fonction de l'heure de l'envoi d'email. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ce qui marche bien, c'est en B2B, c'est mettre en avant les heures de reprise de travail après la pause déjeuner ou en arrivant au boulot le matin ou en fin de journée. Donc, c'est ce qu'on voit. Meilleur taux d'ouverture à 8-9 heures, un bon taux d'ouverture 14-15 heures. Midi 14 heures, ça marche aussi bien, et un très bon taux d'ouverture en 17-18 heures. Donc, moi, je vous invite à adapter aussi vos heures d'envoi en fonction de votre ciblage et des clients auxquels vous vous adressez. Donc ça, c'est pour le B2B. Et si on s'adresse au B2C, là, on a des stats Klaviyo sur 100 000 campagnes sur le quatrième semestre 2022. On a des taux d'ouverture qui sont beaucoup plus élevés en B2C, pardon. Alors déjà, attention, dans les taux d'ouverture, comme vous le voyez sur la droite, vous avez les campagnes email, mais vous avez aussi tous les flows automatisés. Par exemple, l'email de post-purchase, c'est l'avant-dernière ligne. Donc, c'est soit un email, soit un ensemble d'emails qui sont envoyés suite à l'achat. Et vous voyez qu'on est sur des taux d'ouverture qui sont quand même très élevés. Et voilà, donc ça, c'est un point hyper intéressant, c'est-à-dire qu'en B2C, on a des taux d'ouverture qui sont globalement plus élevés, on est 3 fois au-dessus du B2B. Par contre, on a des taux clics qui sont plus faibles. Et ce qu'on peut se dire, et là, c'est des statistiques sur des vrais clients en e-commerce, on est capable de faire un revenu moyen par destinataire autour de 12 centimes de dollars. Et donc, on peut faire des choses hyper intéressantes liées à ça. Voilà. Globalement, hyper important de garder en tête que vous allez jouer sur des taux d'ouverture qui vont changer entre le B2C et le B2B et que globalement, il y a 2 règles du jeu hyper importantes. Il faut envoyer des mails que vos interlocuteurs ont envie de lire. C'est ça qui va faire que ça fonctionne. Et ça, on va en reparler. OK. L'étape numéro 1 quand on veut faire de l'emailing, c'est de comprendre son audience. Comprendre son audience, on parle de segmentation. Alors, c'est quoi la segmentation? Alors, la petite définition qui va bien, puis après on va rentrer dans le détail de voir ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, c'est l'ensemble des prospects ou des clients d'une entreprise que vous allez regrouper selon des critères en commun. C'est-à-dire que vous allez dire, moi, je vais prendre dans ma base tous ceux à qui j'ai déjà vendu quelque chose. Toutes les personnes que j'ai rencontrées sur les salons, toutes les personnes qui sont abonnées à ma newsletter en français, toutes les personnes qui sont abonnées à ma newsletter en anglais, toutes les personnes qui ont dépensé plus de 1 000 € chez moi, toutes les personnes qui n'ont pas acheté depuis 6 mois. Ça, ce sont ce qu'on appelle des segments. Et donc, moi, ce que je vous conseille de faire, si ce n'est pas encore le cas, c'est de découper votre base de données en listes de contacts. Je vais vous donner 2 segments basiques. Le premier, ceux que vous connaissez, vos prospects, et le deuxième, ceux qui ont déjà acheté une fois, vos clients. L'idée, c'est qu'on va arrêter de faire du full base, comme je le disais tout à l'heure, parce que le full base, là, ça ne marche pas, puisque le message, il ne va pas être adapté à l'ensemble de vos interlocuteurs. Et le risque, c'est qu'en fait, vous allez avoir quelque chose qui n'est pas personnalisé. Et donc, si vous comprenez votre audience, vous êtes en capacité de segmenter votre base, qui est le pilier d'un email marketing efficace, et vous allez avoir des groupes qui sont homogènes en fonction de leurs critères, que ce soit du comportement d'achat, que ce soit leur âge ou leur localisation géographique. L'idée de cette segmentation, c'est de créer des messages sur mesure, d'augmenter la pertinence pour votre interlocuteur. Je vous rappelle que quand vous envoyez un email, on n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour apporter de la valeur à la personne à laquelle on parle. Et si vous vous dites, en fait, moi, je m'en fous, on m'a dit d'envoyer des mails, j'envoie des mails et puis je blast. Non, parce qu'en fait, votre enjeu, c'est de faire du business. Donc, si vous voulez faire du business, il y a un moment, il faut apporter de la valeur à votre interlocuteur, ou en tout cas, sur une vision moyen-long terme, c'est comme ça que vous allez faire du business.
parce que je sais que certains font de l'email blast en mode cochon et me disent oui, oui, mais ça marche. Non, la politique de la terre brûlée, en fait, ça crée plein d'effets de bord et c'est pas viable, surtout si vous voulez poser une marque et la faire grandir. La segmentation, elle optimise non seulement l'engagement, mais elle travaille aussi sur la satisfaction des clients et elle va améliorer l'ensemble des indicateurs de vos campagnes. Donc, un meilleur retour sur investissement. Donc, on va pouvoir, avec une segmentation poussée, alors pour vous dire, hein, même sur une entreprise qui vend plusieurs produits, qui a plusieurs cibles clients, la segmentation, elle représente en général 6 cibles différentes, grand maximum. Et la plupart du temps, c'est plutôt 2 ou 3. Si vous êtes une TPE ou une PME et que vous avez plus de 2 cibles, il y a un problème. Plus de 2 cibles. Plus de 2 cibles prioritaires avec lesquelles vous voulez faire du business. Parce qu'en fait, c'est difficile de se concentrer sur 6 cibles et de monter correctement les campagnes et surtout d'avoir des résultats. Puisque faire des campagnes, il y a pas de problème, hein. Vous voulez qu'on fasse des campagnes? On va faire des campagnes. Vous voulez des campagnes rentables? Il y a un peu de taf. On va pouvoir donc avoir de la pertinence. L'argument numéro 1 pourquoi on met en place sa segmentation. On va pouvoir avoir des messages ciblés qui répondent aux besoins de notre cible. On va augmenter l'engagement, donc on va même augmenter l'augmentation des taux d'ouverture, on va réduire les désinscriptions. Et quand on a dit ça, en fait, on augmente l'engagement, donc on a des meilleurs résultats, mais on a aussi une meilleure délivrabilité, une meilleure capacité à toucher nos interlocuteurs dans la durée. Puis la dernière chose, on augmente l'efficacité de nos ressources. Ces ressources, ça va être le temps passé, ça va être l'argent, ça va être le temps des équipes. Tout simplement, moi, je préfère faire 6 campagnes qui tiennent la route dans l'année et que ces 6 campagnes soient rentables et qu'on ait le temps de faire les choses proprement, plutôt qu'on essaye d'en faire 30, 40, 50 et qu'on fasse les trucs à l'arrache et qu'au final, OK, cool, à la fin de l'année, on a dit qu'on avait fait 50 campagnes. Voilà, on peut être fier de nous. Et puis, le chiffre d'affaires qui est en face, difficile à mesurer, voire pas mesurable, des taux d'ouverture qui baissent, des inscriptions qui augmentent, une image de marque qui est compliquée. Voilà. Et donc, concrètement, moi, je l'ai vu dans plein de boîtes où je suis arrivé, on a fait moins pour faire mieux. Et on a augmenté notre ROI parce qu'en fait, si je fais 6 campagnes dans l'année versus 50, je fais une campagne tous les 2 mois versus une campagne toutes les semaines. Forcément, j'ai plus de temps et d'énergie à consacrer pour faire une campagne qui tient la route, pour l'analyser. Parce que faire une campagne en mode blast et puis repartir, ça sert à rien. Pas de mesurer vos résultats, en fait, c'est comme si vous aviez rien fait. Puisque vous savez pas ce qui est bien et pas bien et vous savez pas comment vous allez vous améliorer. Une fois que vous avez défini votre segmentation, un point important qui peut vous aider, qui est un peu un aller-retour, on va faire notre segmentation d'un côté, on va faire nos personas de l'autre, c'est qu'à un moment, il va falloir travailler sur vos personas marketing. Alors, je sais que quand vous arrivez sur des sujets marketing, tout le monde vous saoule avec le persona. Vraiment, prenez le temps de vous poser des questions sur qui est votre cible, comment elle se comporte, et de mettre quelques éléments. Donc un bon persona, c'est quelques éléments clés et beaucoup de rigueur. Donc les éléments que moi je vous conseille d'avoir, c'est un triptyque, prénom, nom, photo. Bien sûr, c'est fictif, on ne met pas le nom et le prénom d'un client ou la photo d'une cliente. Non, ça c'est une connerie. On lui fait une biographie, on lui définit des centres d'intérêt, des objectifs, des frustrations et des besoins. Hyper important, le persona, en fait, il permet d'aligner les équipes en interne. Alors, si vous avez des salariés, ça permet d'aligner vos salariés, que ce soit l'équipe commerciale, la communication, le support, les équipes logistiques, en fait, toutes les parties prenantes qui vont jouer le jeu de la commande client et au final, quand vous regardez dans les différents métiers de l'entreprise, tous les métiers sont concernés. Même, je veux dire la comptabilité ou la gestion administrative, plus elle a d'informations sur comment se comporte votre client, plus ils peuvent la servir de manière qualitative et le persona permet d'arriver à ce qu'on appelle le besoin. Alors peut-être qu'on peut jouer avec le chat. Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer la différence entre un problème et un besoin? Est-ce que quelqu'un dans le chat sait quelle est la différence en marketing entre la notion d'un problème et la notion de besoin? Je vous laisse, regarder dans le chat et puis, je vais avancer tranquillement. Je ne sais pas quel est le décalage. Je vous donne une petite astuce quand vous faites un persona, c'est d'ajouter en haut à droite la date et la version pour que quand vous le communiquez en interne, vous êtes toujours sûr d'avoir le dernier document. Surtout vos interlocuteurs sont toujours sûrs d'avoir la dernière version. Un persona,
il vit. C'est-à-dire que les premiers temps, vous allez le changer plusieurs fois par semaine. Alors le changer, ça ne veut pas dire du tout au tout, mais vous allez le faire évoluer avec vos retours marché. Et au bout de 3, 4, 5, 6 mois, vous allez avoir la capacité à changer votre persona, c'est-à-dire à le faire évoluer peut-être tous les 2 mois ou tous les mois, donc entre 6 et 12 fois par an. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, c'est que votre persona, s'il évolue pas, ne sera pas utilisé. Voilà. Alors on a Théo qui nous dit: «Un problème, la personne va chercher une solution, un besoin, elle ne ressent pas d'urgence». Alors on est presque d'accord, sauf que tu l'as interverti. En fait, un besoin est un problème conscient. Je vais le répéter parce que c'est important. Un besoin est un problème conscient. En fait, si vous allez voir une cible, donc votre persona, votre cible commerciale, vos clients, hem, vous allez imaginer, vous allez réfléchir, vous allez comprendre quels sont leurs problèmes. Si ces personnes qui vous avez en face de vous ne sont pas conscientes de ces problèmes, c'est un problème. Si elles en sont conscientes, c'est un besoin. Vous voulez faire du business? Adressez-vous à des besoins. Répondez aux besoins de vos interlocuteurs. Vous voulez savoir ce que vous écrivez sur votre site internet ou sur votre blog? Adressez les besoins de vos interlocuteurs. Vous ne savez pas quoi écrire sur votre blog corporate ou le blog corporate de votre client? Faites un persona, définissez ses besoins, faites des interviews et prenez toute cette matière-là pour écrire des réponses à l'ensemble des besoins de votre interlocuteur. Et vous voulez faire un emailing qui marche? Vous voulez que les emailings soient ouverts? Faites des emailings qui répondent aux besoins de votre interlocuteur. Qui vous êtes, ce que vous vendez, vos valeurs, votre équipe, on va être honnête, absolument tout le monde en a rien à foutre. Ce qui nous intéresse, nous, en tant que consommateurs, en tant que clients entre business, c'est que vous répondiez à nos besoins. Puisque ce qui nous occupe au notre quotidien, c'est nos besoins. Si vous voulez vous adresser à un dirigeant d'entreprise, un manager, eh bien, cette personne-là, vous allez lui parler de ses besoins, pas de votre produit. Et quand la personne, elle vous appelle et qu'elle veut acheter votre produit ou votre service, c'est qu'en fait, elle a déjà fait ce travail avant. Sauf que, bah, si vous voulez augmenter votre volume de business, bah, il va falloir vous adresser à des gens moins matures qui ne sont pas encore au clair sur leurs besoins. Et donc l'emailing va permettre de les amener à maturité là-dessus. Et donc, globalement, on a les bases du marketing et du marketing automation. Connaissez vos personas et connaissez leurs besoins. Je vous assure que quelle que soit la taille de la boîte, que la boîte elle soit en lancement, qu'elle fasse 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'elle en fasse 100 millions ou 1 milliard, quand je pose des questions à mes interlocuteurs qui sont des gens intelligents et que je leur dis qui est votre persona et quel est son besoin, ils ne sont pas capables de me répondre de manière précise en étant d'accord avec les différents métiers. Et il y a difficile d'unifier une vision au sein de l'entreprise et difficile d'avoir une réponse qui soit claire et limpide. Bien sûr que quand la boîte elle fait 100 millions, elle sait vendre. Mais qui est-ce qui vous dit que les commerciaux, ils vendent à la même cible? Qu'est-ce qui vous dit qu'ils sont alignés? Qu'est-ce qui vous dit qu'il y en a pas qui galèrent et d'autres pour lesquels c'est plus facile? Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas certains commerciaux qui l'ont intégré et qui le font de manière naturelle? À force d'être en contact depuis 10 ans avec la même cible, en fait, ils n'ont pas besoin de le faire sur papier. Ils l'ont dans leur tête. Sauf que si on prend ce qu'il y a dans leur tête et qu'on le met sur le papier, on va pouvoir le partager à d'autres et donc, bah, être plus efficace. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit, on peut parler à vos collaborateurs, mais si vous êtes seul ou si vous êtes dans une petite boîte, vous allez aussi parler à vos prestats. Quand j'appelle un rédacteur ou une rédactrice et que je lui dis: «J'ai besoin de produire du contenu pour mon blog», dans le brief, j'inclus mon persona et ses besoins et je passe du temps à m'assurer que mon interlocuteur ou mon interlocutrice, elle ait compris quel était le besoin de mon persona. Parce que je veux pas que la personne, elle rédige du contenu dans le vent. Je veux qu'elle rédige du contenu qui réponde à des besoins. OK, je vais finir cette petite parenthèse et je vais passer à la partie suivante, qui est, la partie rédaction d'un email marketing. Là, l'idée, c'est que je vais vous donner quelques astuces, quelques conseils sur des choses et des bonnes pratiques à mettre en place. Alors, quelques règles, quelques bonnes pratiques pour un email efficace. Honnêtement, si vous devez retenir une seule chose de cette présentation, c'est la règle numéro 1: arrêtez de vendre. Je vous en supplie, je me mets à genoux s'il le faut. Oubliez de vendre. Arrêtez de vendre, ça sert à rien. Un email de vente, c'est un email qui arrive en fin de tunnel et qui va aider quelqu'un à passer à l'action. Mais ce n'est pas 100 de vos emails, c'est plutôt 0,5 de vos emails ou 0,1 de vos emails. Donc on arrête de vendre, on arrête de parler de soi, on arrête de montrer: «Ah regardez mon équipe elle est géniale», ça c'est la règle numéro 2. Il s'agit de adressez-vous à votre interlocuteur et à ses besoins.
Votre équipe, on s'en fout. Vos valeurs, on s'en fout. Vos produits, on s'en fout. Vos certifications, on s'en fout. Vos prix, on s'en fout. Ce qui intéresse votre interlocuteur, c'est son nombril à lui et son besoin. Parlez à son besoin et vous ferez ce que vous voulez dans la vie. Et quand vous me faites des infos liées à votre produit, votre service, c'est parce que ça doit répondre à un besoin. Si je suis un client conso B2C et que ce que je recherche, c'est un prix, eh ben, parlez-moi du prix. Si ce que je recherche, c'est un rapport qualité-prix, parlez-moi du rapport qualité-prix. Si ce que je recherche, c'est un haut niveau de technicité, parlez-moi du haut niveau de technicité. Mais me parlez pas de votre produit pas cher avec un bon rapport qualité-prix, avec un bon niveau de technicité. Il y a 2 éléments sur 3 qui ne m'intéressent pas. Donc j'en reviens à connaissez votre cible, connaissez ses besoins et segmentez. Si vous segmentez, vous êtes capable de personnaliser. Si vous avez 3 arguments produits, vous êtes capable de m'envoyer l'argument produit qui correspond à moi. Règle numéro 3, on ne fait pas de promotion de notre produit. On intrigue, on apporte de la valeur et on ouvre la discussion. Règle numéro 4, soyez spécifique. C'est un peu comme un article de blog. Qu'est-ce que c'est chiant de lire un article et d'arriver à la fin et de se rendre compte que, heu en fait, on a fait une pirouette. C'est pas intéressant, que ce qu'on vient de lire, c'est juste de l'enfumage, qu'on m'a rien dit, que c'est du blabla. Bah, c'est la même chose dans les mails. Soyez spécifique. Apportez-moi de la valeur. Voilà. Alpha, il demande: «Est-ce qu'on pourra avoir des exemples concrets?» Bien sûr qu'on va avoir des exemples concrets. J'ai des types de campagnes types j'ai des campagnes types que je vous donne derrière et puis surtout, si jamais il n'y a pas eu assez de concret, tu nous poses toutes les questions que tu veux à la fin et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Clairement, potentiellement, vous pouvez arrêter la conf si vous avez compris la règle numéro 1, arrêtez de vendre. C'est vraiment le truc le plus important de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je vais dire plein d'autres trucs, mais ça, c'est important. OK, un modèle d'email, 4 règles, on va le prendre dans l'ordre. Règle numéro 1, la ligne d'objet, pas trop long, max 5-6 mots. On doit intriguer vos prospects. Le but de l'objet, c'est de faire ouvrir l'email. Une ligne d'objet qui incite à ouvrir l'email. 2, la ligne d'introduction. On brise la glace, on utilise des compliments à bon escient. On pose des questions qui sont authentiques. Comment on fait pour poser une question authentique? Bah, on connaît les besoins de notre cible. On connaît son vocabulaire. On est capable de se mettre dans ses baskets. On a fait des interviews, on a parlé avec eux. Et on se sert des points communs qui vont montrer qu'on est sur le même chemin, toi et moi. Point numéro 3, le pitch. La technique, c'est besoin-solution. Je parle de ton besoin et je te montre que j'ai compris ton besoin avec tes mots et je te propose ma solution. Ma solution étant potentiellement mon produit ou service et potentiellement pas ça, potentiellement autre chose. Parce qu'on est peut-être encore trop tôt dans, ton niveau de maturité et donc si je te propose mon produit ou mon service, en fait, tu ne vas pas l'acheter et je vais juste écorner la relation que j'ai avec toi. Donc arrêtez de vendre. Faites référence à leurs besoins prioritaires. Quand vous avez des besoins, on va les prioriser et c'est vraiment le besoin qui fait mal auquel on va faire référence. Et on va positionner un call to action, un email, c'est comme une landing page, c'est un appel à l'action, un et un seul. C'est interdit d'en faire plus d'un. Vous avez le droit de le répéter le même, de le formuler légèrement différemment, mais on fait toujours un appel à l'action. Moi, j'ai vu plein de fois des clients vouloir faire une landing page ou un email et plusieurs appels à l'action parce que tu comprends, potentiellement, ils vont peut-être vouloir nous appeler, ils vont peut-être vouloir qu'on les rappelle, ils vont peut-être vouloir acheter le produit, ils vont peut-être vouloir s'abonner à la newsletter. Stop! On segmente, on a plusieurs messages, on a plusieurs communications dans l'année, on est capable de vous parler plusieurs fois. À chaque fois, je vous parle avec un seul call to action. J'insiste là-dessus parce que c'est une erreur que je vois souvent. Vous avez un email, 3 call to action, c'est 3 emails différents à 3 moments différents de votre cycle de vente. Point 4, l'appel à l'action. On fait ça à la fin du pitch. Une seule option, on vient de le dire. Ne pas être trop pressant, mais un peu quand même, c'est pas mal. Et on fait des tests AB, c'est-à-dire que j'ai un segment, je vais aller pousser 10 du flux. Donc j'ai, 1000 personnes dans mon segment, je vais aller taper 100 personnes avec, un email numéro 1, taper 100 personnes avec un email numéro 2 et 48 heures après, j'envoie aux 800 restants l'email qui a le mieux marché. Alors c'est quoi un email qui a bien marché? Ça peut être un taux d'ouverture. Aujourd'hui, c'est compliqué, les taux d'ouverture, ils ne sont pas fiables, ils sont de moins en moins fiables et ils le seront moins en moins avec le temps. Ça peut être un taux de clic. OK, mais c'est pas non plus cool. J'aime bien un taux de remplissage de formulaire derrière ou un volume d'action sur le site.
Je t'ai envoyé un email, tu l'as ouvert, tu as cliqué dedans, tu as visité 10 pages sur le site. OK, moi, ce qui m'intéresse, c'est les 10 visites sur le site ou c'est le remplissage du formulaire. Ça m'intéresse et donc je vais dire, bah, sur les 100 que j'ai envoyés au bout de 48 heures, la version A, elle a fait 13 remplissages de formulaire, la version B, elle a fait 8 remplissages de formulaire, les 800 restants, je leur envoie la version A. Alors ça veut dire qu'il faut s'organiser, qu'il faut avoir un planning et qu'on n'envoie pas des emails à l'arrache. Le nombre de clients qui m'envoient un mail le matin à 10 heures en disant: «Ah, j'ai une campagne qui part cet après, mais j'ai des bugs, je la mise en page est pas bonne ou la copie elle est pas bonne ou ça marche pas». Et je leur dis à chaque fois: «Arrêtez de me demander d'intervenir du matin pour l'après-midi», parce qu'en fait, le risque, c'est déjà que j'ai pas le temps de vous répondre et surtout que même si je vous réponds, peut-être le problème, il sera pas réglé. Et donc si vous bossez à l'arrache, bah, ça marche pas. C'est pour ça que, par exemple, quand vous organisez un événement, 5-6 semaines en amont pour communiquer, c'est pas mal. Le risque de communiquer la veille pour le lendemain ou 3 jours avant, c'est que vous allez faire les trucs à l'arrache, qu'il y aura des erreurs et que ça marchera pas. OK, je vais rentrer dans les idées de campagne. Alors, je vous invite vraiment à prendre un aspirine et à vous poser parce que cette slide-là, il y en a beaucoup, ça leur fait mal à la tête. Quand on monte des campagnes marketing automation, il y a 3 types de campagnes. Vous pouvez retourner le truc dans tous les sens, ça va faire 14 ans que je bosse dessus. Il y a 3 types de campagnes. Au milieu, c'est votre base de données marketing. C'est-à-dire, on va faire simple, un fichier Excel où chaque nouvelle ligne, c'est un contact et chaque colonne, c'est une information. J'ai une colonne pour le nom, une colonne pour le prénom, une colonne pour le nombre d'enfants dans le foyer, la marque de la voiture ou le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça dépend si vous êtes en B2B ou en B2C. Donc, chacune des colonnes, c'est comme un joli fichier Excel avec des informations sur vos contacts. La question que je me pose à chaque fois que j'interviens dans une entreprise, c'est par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par des campagnes de type 1, de type 2 ou de type 3? Pour le savoir, on va regarder la qualité de la base de données. Est-ce que dans votre base de données marketing, souvent la base de données marketing, quand on la met en place et qu'elle est vide, on récupère les données du CRM, est-ce que mes données sont bonnes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a la bonne quantité et la bonne qualité? Est-ce que j'ai 50 000 contacts dans ma base avec plein d'informations sur leurs dernières commandes, sur les discussions que j'ai eues avec? Ou est-ce que bah, j'ai les 200 abonnés à ma newsletter alors que j'ai une boîte qui fait 50 millions? Si les données dans la base de données sont qualitatives, en quantité et en qualité, alors je vais travailler d'abord sur des campagnes de type 2. On appelle des campagnes de sales automation, en français l'automatisation des ventes. On va mettre en place des campagnes qui vont permettre aux contacts qui sont dans ma base de données d'arriver à maturité avant d'essayer de leur vendre quelque chose. Les campagnes de type 2, c'est pas salut, voilà ma promo, achète. Ça peut marcher, mais c'est 1% du type d'email et du type de campagne. Il y a 100 autres types de campagnes qu'on peut imaginer. Les campagnes de type 2, on amène à maturité, puis on vend. On vend de manière automatisée avec un tunnel de vente. Si je suis sur du e-commerce ou si je suis sur de la vente en ligne en B2B, ça marche, OK. Ou on vend via un commercial, via un appel téléphonique, via une avant-vente, via une avant-vente complexe avec des dizaines de personnes qui vont intervenir chez vous et chez votre client, et pas de problème. Mais on est toujours sur l'automatisation des ventes. En fait, la fin de l'automatisation des ventes, soit je t'envoie vers un tunnel de vente, donc automatisé en ligne, soit je t'envoie vers un commercial qui va te rappeler. Si j'ai pas assez de contacts dans ma base, ou s'ils sont pas de bonne qualité, ou si j'ai déjà travaillé sur des campagnes de type 2, eh ben, je vais d'abord travailler sur des campagnes de génération de leads. L'idée, c'est d'améliorer et d'aller créer des nouveaux contacts. Alors, dans la génération de leads, on pense souvent à ce que j'ai écrit du concours du livre blanc. OK, très bien. On oublie qu'on peut exploiter notre base actuelle pour leur envoyer des mails pour aller les qualifier. J'ai une base de données, je l'ai souvent, j'ai un grand classique, là, j'ai eu la question, je l'ai vu juste avant, je vais la reprendre. Frédéric qui dit: «Comment réveiller une liste d'emails de 6 000 personnes qu'on n'a presque jamais contactées pour les réveiller et nettoyer la liste email?» OK, il y a plein de manières de faire. Hem, Frédéric, l'une des choses que j'aime bien moi, c'est de leur envoyer de temps en temps un email qui leur apporte de la valeur et qui parle de plusieurs sujets. Par exemple, je vends, dans 3 industries A, B, C. Eh bien, je vais faire un email générique qui s'adresse aux 3 industries et je vais mettre une information vers A, une information vers B et une information vers C. Par exemple, je vais mettre en avant 3 articles de blog qui apportent un cas d'usage, un retour client, de l'information qui a de la valeur pour mon interlocuteur et pas du «moi je, regardez ma boîte, comment elle est géniale, regardez mes valeurs, regardez mes collaborateurs, regardez mes prix». Non, ça on arrête. On parle à nos interlocuteurs et que si j'envoie un email à ces 6 000 personnes avec A, B, C dans mon email, bien sûr que ce sont des liens cliquables, et ben, les 500 qui vont cliquer sur A, je vais pouvoir les taguer comme étant a priori de l'industrie A.
Et après, je vais pouvoir les faire rentrer dans autre chose. Et donc, c'est comme ça que je vais commencer à segmenter ma base. En fait, quand j'ai une base qui n'est pas segmentée, quand j'ai une base qui n'est pas active, on va essayer de la réactiver en apportant de la valeur et on va essayer de la réactiver en apportant des éléments de segmentation. Donc, soit j'envoie un email générique avec plusieurs sujets à l'intérieur, soit de temps en temps, je les sollicite en disant: «Ah, au fait, dans 15 jours, on propose un webinaire sur le sujet A». Bah, je peux me dire que tous ceux qui m'ont ignoré, a priori, le sujet A ne les intéresse pas. Et tous ceux qui s'inscrivent au webinaire, ils sont intéressés par le sujet A. Puis le mois d'après, je vais faire un webinaire sur le sujet B. Puis le mois d'après, je vais annoncer qu'on fait un salon orienté dans l'industrie du sujet C. C'est comme ça que je relance ma base et surtout comme ça que je la segmente. Pas de segmentation, on fait de la merde. Donc, si votre base de données est de qualité et que vous avez de la data à l'intérieur et que en qualité et en quantité, on est bon, on fait d'abord des campagnes de type 2, puis des campagnes de type 1. Si votre base de données n'est pas de qualité ou qu'elle n'existe pas ou qu'elle est trop vieille, on fait d'abord des campagnes de type 1 pour remplir la base de données ou pour qualifier les données que vous avez déjà. Donc génération de leads, ça vient vraiment de l'extérieur vers la base de données ou de la base de données vers la base de données. Puis des campagnes de type 2, puis des campagnes de type 3. On ne commence jamais, jamais, jamais par des campagnes de type 3. C'est interdit. La fausse bonne idée, c'est la newsletter. Et je vous invite à faire le tri et la liste des newsletters que vous recevez. La plupart des newsletters sur le marché, c'est de la merde. C'est des newsletters qui sont là pour dire: «Regardez ma jolie boîte». Mais on n'en a rien à faire. Ça ne nous intéresse pas, sauf si on est déjà ultra fan de votre boîte. Mais la majorité des gens n'en ont strictement rien à faire. Une bonne newsletter, c'est une newsletter qui apporte de la valeur à vos interlocuteurs. Vous voulez voir ce que c'est une bonne newsletter? Vous allez regarder ce que fait 15marche.fr. Le nombre 15 avec marche au pluriel, c'est un consultant sur la mobilité qui est basé dans l'ouest de la France, à Rennes si je ne dis pas de bêtises, et s'appelle Stéphane. Et Stéphane, quand il écrit un contenu, c'est de l'or en barre. Mais il a compris qu'il doit amener de la valeur à ses interlocuteurs pour montrer qu'il est capable de se positionner sur ces sujets-là et qu'il n'a pas besoin de faire des emails en mode: «Salut, regardez comment je suis beau». Puis de temps en temps, il fait un cas d'usage. De temps en temps, il dit: «Tiens, je lance, une session de formation interentreprise sur tel sujet. Ceux qui sont intéressés peuvent vous inscrire». Mais la newsletter avec du bon boulot, pour vous donner un ordre d'idée, hein, une newsletter qui tient la route, c'est un équivalent temps plein. C'est une personne à temps plein toute l'année. C'est un salaire temps plein. Vous pouvez le retourner dans tous les sens. Vous pouvez dire: «Je prends un freelance», pas de problème. Chaque newsletter, ça va vous coûter des milliers d'euros à produire. Si vous voulez que la newsletter, elle soit de qualité. Donc, comme les newsletters, pour faire de la qualité, ça coûte cher, eh ben, on va pas commencer par ça. On va commencer d'abord par quelque chose qui permet d'exploiter notre base de données de contact ou qui permet de générer des leads. Alors, c'est quoi les campagnes de type 3? C'est des campagnes fil rouge. C'est de l'animation de communauté. C'est-à-dire que je vais m'adresser aussi bien à vos prospects qu'à vos clients et je vais leur apporter de la valeur. Je vais créer un lien long terme avec chacun de ces contacts. Et pour créer ce lien long terme, j'ai besoin d'avoir déjà ce lien, en fait. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'une vente, c'est comme une demande en mariage. On ne fait pas de demande en mariage au premier rendez-vous, ça ne marche pas. Et on fait encore moins de demandes en mariage dans la rue avec la première personne qui passe. Vous risquez de finir au poste. Bah, c'est la même chose dans le commerce. On fait les choses de manière un peu intelligente et surtout, on les fait par étapes, pas en mode bourrin. Alors, si on rentre dans le détail, voilà quelques exemples de campagnes de génération de leads, type 1. C'est important de se dire qu'on peut faire plein de choses et que faire de l'email marketing, c'est aussi prévoir ses salons. C'est-à-dire que moi, quand je vais faire un salon, la question que je me pose, c'est comment on se comporte sur le salon? On arrête de vendre et on pose des questions à nos interlocuteurs, on s'intéresse à eux, on n'est pas là pour parler de nous, on est là pour récupérer leurs coordonnées. Parce que le salon, c'est pas un lieu de vente. Et si vraiment la personne, elle veut acheter et que c'est urgent, elle va venir vous voir en disant: «Est-ce que je peux avoir un devis maintenant? Parce que j'ai besoin que vous me les livrez la semaine prochaine». Mais OK, mais ça, c'est l'exception, c'est le 0,1. La plupart des gens, ils ne sont pas là pour acheter. Donc quand je fais de l'email marketing, je travaille ma stratégie salon. Parce que vous avez cru qu'on allait parler d'email marketing aujourd'hui? Mais non, en fait, on est en train de parler de votre stratégie de vente, de votre stratégie de génération de leads et puis on s'appuie sur de l'email marketing. On peut faire, donc on le voit en ligne, hein, on le voit sur l'écran, on peut faire de la demande de devis, du formulaire de contact, du webinaire, du salon, de l'e-book, de l'essai gratuit, mais on peut faire des choses un peu plus poussées comme l'accès à une communauté privée. Ça marche.
ça marche, la communauté privée. Par contre, c'est pareil, hein, si je fais une communauté privée et que je mets pas de temps et d'énergie derrière et que je lance pas le truc, ça marche pas. Le truc qui est caché par ma tête, c'est marqué, étoile, une stratégie spécifique, c'est pour les salons, doit être mise en vente, en œuvre pour vos salons. On ne vend pas. On peut faire une newsletter exclusive, ça marche pour la génération de leads, mais par contre, il faut que je comprenne pourquoi je vais rentrer dans votre newsletter. On peut faire un concours, de l'enquête, du sondage, du cours par email, de la série éducative. La série éducative bien pensée, ça marche bien. Beaucoup de gens en B2B pensent livre blanc, webinaire. Moi, je leur réponds salon, série éducative, cours par email. En fait, un cours par email, le terme technique, c'est lead nurturing. OK, c'est quoi du lead nurturing? C'est que je vous envoie de l'information goutte à goutte, petit à petit dans une série d'emails. Au lieu de vous saouler avec 4 heures de contenu, je vais découper ces 4 heures de contenu en 8 emails et je vais vous envoyer un email tous les 3 jours. Et je ne vais pas vous l'envoyer cet email, je vais vous laisser vous inscrire vous-même. La différence, Valérie, elle dit cours par email ou série éducative, je voyais ça comme une newsletter. Une newsletter, c'est il y a un peu d'actualité. C'est un email que j'envoie à l'ensemble de ma base ou un ensemble de segments à période fixe, par exemple, tous les 2 mois. Là où la série éducative, si Valérie, tu t'inscris aujourd'hui à mon cours Marketing Automation, tu vas recevoir le premier email aujourd'hui, puis le deuxième demain, puis le troisième après-demain. Si par contre, Alpha s'inscrit dans 3 jours, il va recevoir le premier email que toi, tu as reçu aujourd'hui dans 3 jours, le deuxième email dans 4 jours, et cetera. C'est ce qu'on appelle du lead nurturing. Le gros intérêt, c'est que je prends un sujet complexe, je le découpe en petits morceaux et je vous apporte de la valeur. Donc ça, c'était les campagnes de type 1. Les campagnes de type 2, pareil, hein, vous avez accès aux slides, vous pourrez les télécharger, ce qui vous permettra de revenir là-dessus à tête reposée. Et puis, si vous avez des questions, je resterai à dispo, même après la conf. On échangera par mail avec grand, grand plaisir. L'automatisation des ventes. Hyper important, on va automatiser l'envoi de devis. Si vous saviez ce que je vois dans les boîtes avec lesquelles je bosse, les devis qui sont faits à la main, c'est l'arrache, on met des jours et des jours pour faire un devis, on oublie de faire des devis, voilà. On relance nos devis non aboutis. Une fois que je l'ai envoyé, qui est dans le système, je suis capable de dire, bah voilà, mon devis, il avait 10 jours de validité, bah, à 8 jours, à 5 jours, j'envoie un mail, à 8 jours, j'envoie un mail, à 12 jours, j'envoie un mail. La séquence de bienvenue quand vous arrivez dans la base, je ne l'ai jamais vue, on les met en place et ça apporte énormément de choses. Bonjour, ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes parmi nous. Voilà les enjeux, contraintes légales, RGPD, et puis voilà. Et si vous voulez qu'on parle, vous pouvez répondre. Ah oui, les personnes qui envoient des emails en no reply, vous méritez le bûcher. On arrête de faire du no reply. Parce qu'en fait, si vous envoyez un mail à votre interlocuteur et qu'il veut vous parler, il va faire reply. Si lui, vous ne voulez pas lui parler, alors souvent, ça part d'une bonne intention. J'ai personne derrière pour traiter les emails. Oui, d'accord, arrête d'envoyer des emails. Mais il y a un moment, si la personne, elle vous répond, facilitez les choses. Parce que peut-être qu'il y a une faute dans votre email, peut-être que le lien ne marche pas, peut-être que la personne, elle voudrait avoir un devis, qu'elle voudrait vous parler, qu'elle voudrait comprendre, qu'elle a un problème. Donc, arrêtez. Le no reply, c'est une mauvaise pratique. On va pouvoir faire du lead nurturing, de la relance de panier abandonné. Le panier abandonné, ça marche bien en e-commerce, et ça marche bien aussi en B2B. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. On va pouvoir pousser des choses sur l'évaluation client. Qu'est-ce que vous pensez du service? Le réengagement des clients inactifs, les anniversaires, l'anniversaire de la relation commerciale, l'anniversaire de votre interlocuteur, l'anniversaire de l'entreprise de votre interlocuteur, votre anniversaire à vous. Et vous avez vu, je vous ai donné le votre anniversaire à vous, qui est un peu un marronnier. Tiens, c'est les 10 ans de ma boîte, exceptionnellement, on va faire 10% de réduction sur notre catalogue. OK, bon, très bien. Mais il ne faut pas que ce soit 100% de vos campagnes. Je vous l'ai dit, on arrête de parler de soi. Ça doit être une petite minorité de vos campagnes. De l'alerte produit, ça marche super bien. Le produit, il n'est pas dispo, mais il sera à nouveau dispo. Dans les choses qui marchent bien aussi, par exemple, c'est le dernier point, c'est l'éducation sur la réglementation. En B2B, on est souvent sur des sujets qui sont un peu complexes, et donc on va éduquer à la réglementation via, par exemple, du lead nurturing, et vous allez apporter de la valeur à votre interlocuteur, il va accepter de s'inscrire parce qu'il va comprendre son intérêt, et vous allez lui apporter de la valeur parce que vous êtes des spécialistes. Et tout le monde sera content. Et les contenus ne sont pas compliqués à écrire puisque vous avez les compétences en interne. Et les campagnes de type 3, c'est les campagnes animation de la communauté, de la newsletter, de l'enquête de satisfaction, l'onboarding de vos nouveaux clients, des mises à jour produits, le programme de parrainage, etc., etc. On peut aller très, très loin là-dessus.
L'idée, je vais passer, de manière un peu efficace sur 3 campagnes prêtes à l'emploi. La première campagne, c'est une invitation à un webinaire, une conférence, un événement. Au final, ça revient au même, peu importe qu'il soit dans la vraie vie ou en ligne. L'idée, c'est de se poser les questions de ce que vous allez mettre en œuvre. Vous avez des prérequis. Qui est votre persona? Quel est son besoin? Je ne vais pas revenir dessus. Quel est le titre de votre webinaire? C'est important de le définir. Quel est le contenu de votre webinaire? Un minimum, un sommaire un peu poussé. Vous allez mettre en page votre webinaire, vous entraîner. Et vous allez mettre en place une séquence d'emails. On va la voir juste après. On va créer 2 segments, prospect pour le webinaire X, inscrit pour le webinaire X. Au moment où on démarre, les 2 segments sont vides et on démarre notre séquence de promotion. Notre séquence de promotion, elle va représenter ça. L'email 1, j'annonce l'événement à J-21. Alors, je l'envoie à qui? Je l'envoie au prospect webinaire X. C'est-à-dire que je l'envoie à toutes les personnes que je pense qui sont pertinentes. Par exemple, si mon webinaire parle de l'industrie A, je vais l'envoyer à tous ceux qui sont intéressés par A. À J-21, j'envoie une relance à J-14, j'envoie ces 2 emails avec un call to action vers ma landing page, un formulaire. Cette landing page, je peux faire du SEO et du SIA pour envoyer du trafic dessus, et je peux utiliser les réseaux sociaux pour envoyer du trafic dessus. Et j'ai un email de confirmation d'inscription. Séquence numéro 1, invitation au webinaire. Elle est basique, cette séquence, mais il faut la mettre en place. Et je la vois très rarement en place, proprement, sur tous vos webinaires. Vous faites 10 webinaires dans l'année, prévoyez quelques heures de boulot pour faire ça. La bonne nouvelle, c'est une fois que vous l'avez mis en place, c'est très facile de le répéter et de cloner. On a une séquence numéro 2, on va faire un rappel de l'événement. À toutes les personnes inscrites, donc dans mon segment inscrit webinaire X, je fais un rappel de l'événement à J-7 et je fais un SMS de rappel à H-1. Quand je fais un événement dans la vraie vie, le SMS de rappel à H-1, il reprécise l'adresse, l'étage et le code de la porte d'entrée. Et le jour J, je fais mon webinaire et je n'oublie pas le truc que tout le monde oublie, les emails de remerciement. Le jour J, j'envoie un email de remerciement avec l'envoi du support. Jour J, posez-vous pas la question maintenant, maintenant, maintenant. Tant que le lendemain, c'est trop tard. La semaine suivante, c'est trop tard. J'ai testé plein de trucs. Le jour J, vous ne posez pas la question, vous le faites scolairement, comme c'est écrit là. Sinon, ça ne sert à rien. Email 1 à J+1, on envoie un guide, un article qui répond à un besoin client en lien avec le webinaire. Email 2, l'avantage opportunité produit à J+3. Email 3, on propose une demande de démo, un coaching gratuit, ce que vous voulez, qui est gratuit et qui permet d'aller créer le contact. Et l'email 3 renvoie vers une landing page et un formulaire. Et donc, ce qu'on vient de voir, si je vous ai remis exactement, c'est la synthèse, c'est les 3 campagnes. Vous voulez faire une invitation à un webinaire, vous allez vous adresser vos prospects avec une campagne, vos inscrits avec une autre campagne, vos participants avec une dernière campagne. Faites-le, mettez-le en place, soyez sérieux, mettez du temps, de l'énergie là-dessus, et vous verrez que ça envoie du lourd, du très, très lourd, et vous allez vous améliorer sur votre copie au fur et à mesure. On va être honnête, vos premières campagnes, elles seront bof. Vos deuxièmes campagnes, elles seront un peu mieux. Et votre campagne numéro 10 ou votre campagne numéro 15, vous serez juste bon. Je ne vous fais pas la promesse de vous allez faire des millions la semaine prochaine. Je vous fais juste la promesse que si vous travaillez régulièrement, dans 6 mois, 1 an, en fait, vous serez efficace. Alors forcément, si vous êtes prestat, vous faites ça pour vos clients et que vous mettez en place ce genre de campagne, en fait, 3 fois par jour, vous mettrez quelques semaines à être bon au lieu de 6 mois. Campagne de type 2, téléchargement d'un livre blanc. Les mêmes questions, qui est votre cible, qui est votre persona, quel est son besoin, quel est le titre du livre blanc, on génère son PDF, on crée un mock-up, voilà. Je vais y aller rapidement, mais globalement, gardez en tête que c'est à peu près la même chose que pour un webinaire, sauf que c'est un livre blanc. Puis on va mettre ça, on va uploader notre PDF sur notre logiciel, on va créer un email de notification avec le lien du livre blanc, créer un segment avec le nom de notre livre blanc, un formulaire. Le formulaire pour le téléchargement d'un livre blanc, c'est prénom, email, entreprise. Pareil, vous ne posez pas la question, rajoutez pas de champ, faites-le scolairement, vous le ferez évoluer dans un second temps. Faites un truc simple, basique. Le prénom parce que je veux dire bonjour prénom, l'email parce que je veux contacter la personne, l'entreprise pour m'assurer que je m'adresse à la bonne personne. Et entre autres, si elle m'a mis une Gmail. Voilà. Et on crée notre landing page avec notre formulaire. Et alors derrière, on va mettre un petit truc que moi j'aime bien, c'est qu'en fait, on va faire la promotion de notre livre blanc, parce que votre livre blanc, quand il est en ligne, il n'y a personne qui va le télécharger. Donc, on va créer une bannière, par exemple, avec Canva. On va envoyer un email push à notre base de données de contact. Alors, du full base, non, toujours pas, mais de la segmentation. Mes clients des 6 derniers mois. Les prospects avec lesquels je suis en discussion. Voilà. Puis, je vais tester des choses. Par exemple, je vais tester de réactiver une partie de ma base. Les fameux 6000 contacts qui ne sont pas actifs. Je vais regarder si à l'intérieur, j'ai des données où je peux. Voilà. Si vraiment, en dernier recours, je ne peux pas faire autrement, je fais du full base. Mais je vous le dis, c'est quand même
conseille quand même. On crée une campagne de pub, on se fait toujours une petite campagne fil rouge pour notre livre blanc. Gros intérêt, c'est que votre livre blanc, normalement bien écrit, il est utilisable pendant les 2 prochaines années. Donc une campagne Meta Ads, une campagne sur Instagram, une campagne sur LinkedIn, une campagne sur Google Ads. On teste les choses. Pareil, vous n'avez pas forcément un budget extensible. Vous faites 5 livres blancs dans l'année, pas de problème. Vous faites 5 canaux différents d'acquisition payant dans l'année, vous testez. Vous écrivez 5 à 10 articles SEO sur la thématique du livre blanc. Moi, je prends mon livre blanc, je prends des extraits de certains chapitres, je les extrais, je les copie-colle dans mon éditeur de texte, je refais une intro, je refais une conclusion, je rajoute quelques éléments et je fais un super article qui représente peut-être 5% de mon livre blanc. Et à la fin, ou dedans, je fais un call to action vers la landing page de mon livre blanc. Et j'enregistre mon livre blanc sur la plateforme française qui s'appelle leslivreblancs.fr, qui me permet de générer quelques téléchargements tous les mois de mon livre blanc. C'est toujours ça de plus à prendre si j'ai 15 personnes par an en plus qui le font. Et c'est gratuit. Il y a une version payante sur leslivreblancs.fr, mais la version de base, elle est gratuite. Et la dernière campagne, et puis après on passera aux questions, c'est l'engagement de prospect. Pour ceux qui ne se sont pas encore pris une claque, c'est le moment où ça va arriver. Vous allez cibler vos prospects chauds. Par exemple, ceux qui ont un scoring supérieur à 50. En fait, le scoring, ça marche comment? Ça marche où à chaque fois que vous faites quelque chose, vous allez gagner des points. Vous ouvrez un email, je vous donne 10 points. Vous remplissez un formulaire, je vous donne 20 points. Vous allez visiter une landing page, je vous donne 5 points. Vous téléchargez un document, je vous donne 15 points. Quand vous atteignez, donc il faut que votre logiciel le fasse, c'est automatisé. Et je crée mes règles de scoring et à chaque fois qu'il se passe quelque chose, voilà. Je vais identifier les besoins de ces prospects chauds. Je vais cerner leurs craintes et leurs freins à l'achat. Je crée une landing page de demande de démo ou l'équivalent pour vous, une demande d'échantillon par exemple. Je rédige un argumentaire de vente sur un modèle type AIDA, intention, intérêt, désir, action. Ce n'est pas le sujet du jour, donc si vous avez des questions sur AIDA, avec grand plaisir pour vous répondre, mais après la conf par mail. Vous créez un formulaire dédié, par exemple, pour une prise de rendez-vous ou un lien type Calendly, et vous allez faire ça. Vos prospects chauds, vous leur envoyez un email où vous répondez à leur besoin numéro 1 au jour J. À J+2, vous leur envoyez une réponse à leur besoin numéro 2. À J+5, on propose un guide gratuit ou un accès premium à des formations. À J+8, on leur propose des avantages, des opportunités produits ou services. Et à J+11, on envoie un témoignage client, une success story. Et tout ça renvoie vers votre landing page sur lequel il y a le lien de prise de rendez-vous avec votre argumentaire AIDA. Ça, c'est monstrueux. Par contre, celui que je prends, qui prend sa base full base avec 15 000 contacts à l'intérieur et qui envoie ça, vous êtes des merdes. On ne fait pas ça sur une base à froid qui n'est pas chaude. Ça ne sert à rien. Vous n'aurez pas de résultat. Les gens ils vont vous détester. Ils vont juste vous mettre en spam et passer à autre chose. Et vous aurez perdu du temps, de l'énergie en pensant être malin. Puis, dans le lot, vous allez faire 2 ventes, vous allez être super content, puis vous allez dire comment je trouve ma prochaine base de 15 000 contacts à cramer. Puis vous allez m'appeler, puis je vais vous dire, non, en fait, vous avez cramé votre base. Donc, on arrête de faire de la merde. Vraiment. Après, si votre métier, c'est de faire du blast et que ça marche, tant mieux. Mais je peux vous dire que ça va être de plus en plus compliqué. Pour aller plus loin, très rapidement, vous avez des outils pour gérer vos contacts, pour gérer votre scoring. Et on va pouvoir tranquillement passer aux questions-réponses. Ouais, il va falloir. Hop. Alors, j'ai juste avant de passer aux questions-réponses, un dernier truc, c'est la dernière slide, puis après on passe aux questions-réponses. En fin de conférence, d'habitude, les gens disent merci. Moi, je ne vais pas vous dire merci aujourd'hui. Je vais juste vous faire une demande. S'il vous plaît, prenez le temps de mettre en œuvre ce qu'on a vu. Posez-vous des questions, essayez, échangez avec vos pairs, partagez ce que vous avez pris dans votre organisation. Et je vous souhaite une belle journée. Bravo Pierre pour l'énergie, les tips, les chiffres. Ouais. Franchement, t'avais annoncé la couleur et t'as pas menti. Mais Alain, mais moi je suis choqué. Ouais, franchement. Non, mais en fait, sur le chat, j'ai pas la possibilité, tu vois, de faire des oh, des ouais, mais j'étais choqué, franchement, j'étais choqué. Voilà, Alors, on va faire vite. En Pierre, on va juste mettre une ou deux questions. Après, il y en a plusieurs à lesquelles tu as déjà répondu. Et puis après, je te laisserai faire le tour des commentaires. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller le voir sur les réseaux sociaux et tout, pareil. Je vous mets l'adresse email. Si jamais il y a des questions auxquelles on ne répond pas aujourd'hui, un mail. La promesse que je vous fais, c'est que je vous réponds. Et ce sera avec grand plaisir. Je suis un passionné. Il faut juste accepter de se prendre des fois un petit coup de taquet. Valérie. Voilà, donc,
Est-ce que l'envoi d'un mail pour dire « Nous avons bien pris en compte votre désabonnement » est vraiment utile? Est-ce que les gens restent abonnés à la suite de ce message? On est sur un sujet purement juridique. Dans certaines entreprises, on va le faire pour des questions réglementaires. Non, si ton message, en fait, si sur le formulaire des inscriptions, ton message il est clair, genre tu renvoies vers une page qui dit en gros, on a bien pris en compte ta demande, voilà. Et non, les gens ne restent pas abonnés à la suite de ce message. Ok. On a Younis. J'ai 2 listes de prospects différentes venant de 2 sites e-commerce qui ont fusionné récemment. Comment migrer la première liste de contacts sur la seconde sans problème? Alors, si on parle d'un point de vue purement légal, tu n'as pas le droit. Quand j'ai donné mes coordonnées à la marque A, je n'y ai pas accès dans la marque B. Je vais même aller plus loin. Le groupe Coca-Cola, que tout le monde connaît, il a une marque qui s'appelle Fanta, que tout le monde connaît aussi. Les données que je donne à Fanta n'ont pas le droit de remonter au niveau du groupe, ni d'être utilisées par la maison mère, ni d'être utilisées par quelqu'un d'autre. Sauf si au moment où je les donne à Fanta, on me dit elles seront aussi susceptibles d'être utilisées par des marques sœurs ou la marque mère. Et donc, juridiquement, tu n'as pas le droit. Ce que tu peux faire si tu dois tuer un des 2 sites e-commerce, c'est de dire que tu vas faire une vente exceptionnelle où tu fais de la co-registration, c'est-à-dire que tu proposes un événement, un webinaire, une promo, et pour ça, il faut se réinscrire et redonner ses droits. Dans tous les cas, si tu dois tuer une des 2 marques, tu as une liste de contacts où tu vas perdre, d'un point de vue juridique purement, hein, tu vas perdre le droit de l'usage. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont plus ou moins borderline, il y en a plein de manières de le faire. Voilà, soit le juridique te dit c'est compliqué, d'un point de vue purement marketing, pour la migrer, ce que tu as intérêt, c'est ta liste que tu veux cutter, tu as intérêt à lui envoyer de la valeur pour qu'elle ait intérêt à s'inscrire et à suivre ce qui se passe sur le 2e site e-commerce. Tac. Attends, il y a Idric qui dit ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait engueuler. Tu sais que c'est cette conf-là, régulièrement, on me dit je l'ai donnée à Lyon il y a 1 an sur un format un petit peu différent. Et toute la journée, j'ai croisé des gens qui m'ont dit putain, Pierre, je me suis pris une claque ce matin, mais j'ai adoré. Bon, bah écoute, je suis content. Ouais, voilà. Bah, écoute, on va te laisser là-dessus. Franchement, ouais, c'était super. N'hésitez pas à lui poser encore ces questions. N'hésitez pas à aller le voir sur les réseaux et ainsi de suite. Il va faire le tour des dernières questions qui restaient. Il en restait 2-3. Après, il y en avait pas mal sur lesquelles tu avais répondu en direct aussi. Ouais, je regarde. Grégory qui nous dit Lego, le mois jeu tellement compliqué à faire comprendre à certains clients, c'est à bannir. C'est des clients, Grégory, on y va ensemble et on leur met des coups de latte, il n'y a pas de problème. Moi, souvent, j'explique que c'est pour leur bien, en fait. C'est pas juste pour me faire plaisir. C'est juste pour faire du business. Si on veut faire du business, faisons les choses dans les règles. Théo, comment on récolte? Attention, la question de Théo. Alors, ça s'appelle comment récolter le plus d'informations qualitatives possible sur ces leads sans avoir des formulaires à rallonge. Théo, ça s'appelle du progressive profiling. C'est-à-dire que c'est un formulaire qui n'affiche que les champs dont je n'ai pas les informations. Et la plupart des outils de marketing automation le font, c'est-à-dire que je vais avoir un formulaire avec 10 champs et je vais t'en afficher 4. Et si j'ai une info, par exemple, si j'ai déjà ton prénom, je ne te le redemande pas. Si j'ai déjà le nombre de salariés dans ta boîte, je ne te le redemande pas. Et en fait, c'est le formulaire qui décide, au moment où il te reconnaît, quel champ il affiche pour te compléter. Ça s'appelle du progressive profiling. Et c'est monstrueux. Par contre, comme tous les outils un peu puissants, c'est à manier avec précaution pour ne pas faire n'importe quoi. Voilà, Alpha, il nous dit dans le marketing, la règle basique, c'est un mail, un message. Alpha, si c'est une règle que tu as intégrée, ça me va, mais c'est beaucoup de gens qui ne le font pas comme ça. Et je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. Je vais te laisser, Pierre, parce qu'il faut qu'on avance, on a encore un petit truc à faire avant de laisser les gens manger. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller le chercher sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Il a mis ses contacts aussi. J'ai mis les liens dans le commentaire aussi. Et je te dis à bientôt, Pierre. Ciao. Salut Pierre, merci encore.